Depuis sa création en 1948, le Courrier de l'UNESCO sert de tribune aux écrivains, aux artistes et aux intellectuels du monde entier. Les grands entretiens du Courrier poursuivent cette tradition en donnant la parole à des auteurs, des penseurs et des scientifiques d'aujourd'hui. Des rencontres au long cours avec celles et ceux qui disent le monde tel qu'il va. Aujourd'hui, rencontre avec l'écrivain japonais Akira Mizubayashi, un podcast signé Agnès Bardon et réalisé par Emmanuel Rudowski. À écouter son français précis et fluide, à peine teinté d'une pointe d'accent méridional, personne ne peut se douter qu'il est japonais. Pourtant, Akira Mizubayashi n'habite le français, comme il le dit lui-même, que depuis l'âge de 19 ans. Alors que rien ne le prédestinait à l'apprentissage de cette langue, il en a fait un instrument dont il joue aujourd'hui avec une parfaite maîtrise. Une maîtrise telle qu'il écrit désormais dans sa langue d'adoption. Après Une langue venue d'ailleurs, son premier ouvrage paru en français, sorte d'autobiographie linguistique, d'autres récits ont suivi. Depuis quelques années, Akira Mizubayashi publie également des romans dans lesquels la musique joue un rôle central, aussi bien dans la composition que dans l'intrigue. C'est notamment le cas dans Âme brisée, roman vibrant, comme le quatuor de Schubert qui irrigue tout le récit. Comment en vient-on à adopter une langue au point de parvenir à écrire dans cette langue ? Et pourquoi avoir choisi précisément le français ? C'est ce qu'Akira Mizubayashi explique dans cet entretien qu'il a accordé au Courrier de l'UNESCO. Entretien qui est également disponible dans le numéro de juillet 2023 du magazine. Akira Mizubayashi, vous naviguez entre deux pays, deux cultures, deux langues. Où avez-vous l'habitude d'écrire ? J'ai l'habitude d'écrire à Tokyo, dans mon bureau. Je dispose d'un temps, d'une durée très confortable à Tokyo. Donc je m'enferme dans mon bureau et j'écris à la fois en français et depuis 2 ans en japonais, oui. Voilà. Donc je me concentre davantage à Tokyo. C'est lié aussi à la structure de l'habitat dont je dispose. À Tokyo, j'ai un grand bureau et puis en plus un bureau un peu spécial au sous-sol, isolé de tout, où je jouis d'un calme parfait, alors que à Paris, c'est un petit pied-à-terre, donc voilà, bien que ce soit un endroit extrêmement calme, mais je me concentre moins bien à Paris. Donc je crois que depuis 10 ans, ça n'a pas changé. J'écris principalement à Tokyo, dans mon bureau, et voilà, secondairement à Paris. Je ne crois pas me tromper en disant que vous avez commencé à apprendre le français à l'âge de 19 ans. Oui, c'est le cas, oui. Vous dites que vous habitez cette langue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire au moins 2 choses. C'est habiter en général, habite un quartier, une ville, une maison. Pour moi, c'est une manière d'indiquer un sentiment de proximité par rapport à cette langue qui n'était pas la mienne au départ. Donc je sens que cette langue est en moi maintenant, après presque 50 ans d'habitation, d'apprentissage en tout cas. Elle est en moi, je suis, je sens une grande proximité, disons, par rapport à cette langue. Et deuxièmement, c'est une manière pour moi de dire que je n'habite pas la France. J'habite cette langue. C'est pas la même chose. Je ne suis pas un citoyen français. J'habite à Tokyo. J'ai été universitaire au Japon, donc j'ai toujours travaillé au Japon, à Tokyo. Donc évidemment, pendant mes années de formation, j'ai habité dans un premier temps 2 ans et demi à Montpellier, dans le midi de la France. Ensuite, quelques années après, j'ai passé 3 années merveilleuses à Paris.
Donc dans mon existence, le temps que j'ai passé de façon continue à Paris, c'est seulement 5 ou 6 ans. Bien sûr, pendant toute ma carrière, au moins une fois par an, pendant les vacances d'été, je venais à Paris. Donc j'ai fait je ne sais pas combien de voyages, peut-être une cinquantaine de voyages entre Tokyo et Paris. Mais le lieu d'habitation, pour moi, c'est Tokyo. J'ai habité pendant quelques années en France, mais je n'habite pas ce pays. Et quand je dis que j'habite la langue française, c'est une manière de dire que je n'habite pas la France. J'habite la langue de ce pays et je n'habite pas ce pays. Voilà. Ça veut dire 2 choses pour moi. Et pourquoi avoir précisément choisi cette langue-là plutôt qu'une autre? Alors ça, c'est une longue histoire. Je crois que la raison fondamentale, c'est la rencontre que j'ai faite à l'âge de 18 ans, 17 ans, 18 ans, quand j'étais lycéen. C'est la rencontre avec les écrits d'un philosophe japonais qui a longtemps vécu à Paris en tant que professeur de japonais et de littérature japonaise à l'INALCO, au Langzhou. Il s'appelle Harimasa Mori. Et quand je préparais mes concours d'entrée à l'âge de 18 ans, tout à fait par hasard, lors d'un examen blanc, je suis tombé sur un texte écrit par ce philosophe. Ça a été une révélation. Il parlait, il vivait à cette époque-là de façon constante à Paris. Il était professeur donc de japonais et de littérature japonaise à Paris. Et il tenait une espèce de journal intime. Et il parlait à la fois de la langue française, de la culture française, des rencontres qu'il faisait, de la vie qu'il menait. Voilà, la façon dont il parlait à la fois de la langue française et de la culture européenne de façon générale m'a profondément marqué. Et surtout, alors que c'est quelqu'un qui pratiquait le français depuis l'âge de 6 ans, quelque chose comme ça, de façon tout à fait exceptionnelle, parce qu'au Japon, le français n'est pas enseigné dans l'enseignement secondaire. Donc il a fallu attendre l'âge de 19 ans pour moi, pour rencontrer la langue française. Dans son cas, l'apprentissage ou le contact avec la langue française a commencé très tôt, dès l'âge de 6 ans. Et donc il a étudié cette langue, bien sûr d'abord comme une langue étrangère. Et puis il a continué, il a persévéré dans cette langue, et il a fini par être professeur de philosophie et de littérature française à l'université de Tokyo, la plus grande université japonaise. Et à cause de la guerre, il ne pouvait pas venir à Paris pendant qu'il était jeune. Et je crois que c'est en 1951 ou 52, presque l'année de ma naissance, il a eu la chance de venir à Paris. Au bout d'un an, au lieu de rentrer au Japon, il a décidé de s'installer à Paris. Ça voulait dire qu'il devait renoncer à son statut extrêmement prestigieux de professeur de littérature et de philosophie française à l'université de Tokyo. Et il dit, en même temps, dans un livre qui se présente sous la forme d'un journal intime, il dit quelque part « Je ne comprends pas le français ». Alors qu'il apprend cette langue depuis l'âge de 6 ans, il était déjà professeur à l'université de Tokyo, il enseignait le français et
la littérature et la philosophie. En particulier, il était devenu spécialiste de Pascal et de Descartes. Et à un moment donné, donc, alors qu'il a ce bagage extraordinairement riche, à mes yeux, il écrit simplement qu'il ne comprend pas bien le français, il faut qu'il recommence à zéro. Et il dit il faut que je recommence à étudier les manuels pour les enfants français. Voilà. À l'époque, j'étais donc lycéen et j'étais plutôt bon élève et j'étais, comment dire, la matière dans laquelle j'excellais, en tout cas je trouvais que j'étais bon, c'était l'anglais. Et quand j'ai lu cette phrase de la part de ce monsieur qui avait derrière lui plus de 40 ans de français, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Et là, devant moi, tout à coup, il y a un espace qui s'est ouvert, un espace infini en quelque sorte. Et j'ai mesuré la profondeur de ce que c'est qu'une langue étrangère. Et je me suis dit, tiens, je vais suivre le chemin tracé par ce monsieur. Et c'est comme ça que j'ai pris une décision en quelque sorte solennelle pour moi d'apprendre le français. Et donc j'ai commencé à étudier le français à l'université et surtout à la radio. À la radio, on donnait des leçons de français à la radio nationale. Donc avant même de suivre les cours de français à l'université, j'ai commencé à écouter ces leçons quotidiennes de français données par un professeur de grammaire, un professeur japonais, avec deux invités français, un français et une française. Et ça a été le début d'une délectation. Vous avez donc appris le français, que vous maîtrisez avec une totale perfection. Vous dites que vous habitez le français, vous en avez expliqué les raisons. C'est une chose d'apprendre une langue, d'arriver à la maîtriser comme vous le faites. C'en est une autre d'écrire dans cette langue. Comment on franchit le pas? Comment on s'autorise à écrire dans une langue qui n'est pas sa langue de naissance? Surtout dans un pays où culturellement il y a très peu d'interpénétration comme... Oui, ça a été la question de G.B. Pontalis, le directeur de la collection L'un et l'autre de chez Gallimard, dans laquelle j'ai publié mon premier livre qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Et la question de G.B. Pontalis, c'était pourquoi un jeune habitant dans une ville à 10 000 kilomètres de Paris, comment il a été amené à apprendre le français, comment... il a décidé d'habiter cette langue, etc. Pour moi, la passion était telle. Le français, c'est une sorte d'instrument de musique pour moi. Et je suis né dans une famille où on écoutait beaucoup de musique. Mon frère a fait du violon pendant de très longues années. Et j'ai grandi au son du violon de mon frère. Et mon frère a son instrument, qui est le violon, et j'ai fait du piano pendant quelques années, mais ce n'est pas véritablement un instrument pour moi. Donc là, à un moment donné, le français est venu chez moi comme... Voilà, surtout comme j'ai commencé, mon premier contact avec... le français, à travers les leçons de français à la radio, le contact est sonore et presque charnel. Et c'est par le son, par la musique de cette langue que le français est entré et dans mes oreilles et puis dans mon corps tout entier.
c'était un... Voilà, ça n'a jamais... Bien que... Oui, je savais que faire de la musique, c'était s'impliquer presque existentiellement dans l'approche d'un instrument. Je le savais en voyant la vie de mon frère. Pour moi, le jour où j'ai décidé de faire du français mon instrument, j'ai mené en quelque sorte une vie d'apprenti musicien, c'est-à-dire beaucoup de mon frère et puis beaucoup de camarades de mon frère ont passé 14 heures par jour en faisant de la musique. Et je me suis dit, je vais faire 14 heures de français par jour, puisque c'est la musique pour moi, c'est l'équivalent de la musique. Et ça n'a jamais été une source de souffrance, au contraire, une source de joie, de plaisir. Et très vite, j'ai commencé à écrire, presque dès le début, c'est-à-dire écrire, imiter les phrases qu'il fallait que j'apprenne, imiter les phrases, imiter les exemples donnés dans les leçons de français. C'était un plaisir pour moi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des phrases moi-même, en essayant de faire quelque chose de semblable, de proche. Donc, écrire, dès le début de mon apprentissage, a été une forme de, une forme d'entraînement quotidien. C'est ainsi que j'ai fait pas mal de cahiers de pastiches. J'ai, à partir de, je ne sais pas, peut-être la 3e ou la 4e année, imiter le style d'un écrivain. C'était un plaisir. Voilà, essayons d'imiter le style de Zola, le style de Flaubert. Parce que quand on lit, surtout, je crois, en tant qu'étranger, puisque la langue, c'est un obstacle d'abord, c'est comme un rocher qu'il faut briser à coups de dictionnaire, en quelque sorte. Donc, c'est un objet à observer, c'est un objet qui se trouve à l'extérieur de moi. Donc, le premier geste, c'est l'observation. Donc, quand on observe le style d'un écrivain, on remarque des choses qui reviennent, l'usage d'un temps, l'usage du participe présent, du participe passé, etc., etc. Et à partir du moment où j'ai constaté quelques traits caractéristiques d'un écrivain, ça me plaisait de reproduire ce genre de phénomène. C'est comme ça que j'ai toujours écrit. Et je suis devenu professeur. Et pour devenir professeur, j'ai fait un mémoire de maîtrise pour l'université japonaise en français, une thèse en France en français. Donc, et puis, pendant ma carrière, j'ai été amené à écrire des articles sur des auteurs que j'aime, en particulier sur le siècle des Lumières, qui était devenu mon domaine de choix. J'ai toujours écrit en ayant le sentiment de mener une vie clandestine, parce que j'étais au Japon, et puis j'écrivais des pages et des pages dans mon cahier en français, mais je n'avais jamais songé à publier un jour ce que j'écrivais. C'était hors de question et hors de perspective. Jusqu'au jour où j'ai rencontré donc Monsieur Pontalis, par la médiation de Daniel Pennac, que j'avais connu à Tokyo, parce j'ai été présenté à lui comme ça, tout à fait accidentellement. Et l'amitié entre Daniel
Pénac et moi s'est approfondi et à un moment donné, il a été question pour moi de traduire chaque grande école de Daniel Pénac en japonais, ce que j'ai fait. Et cette traduction a donné lieu à plusieurs heures d'entretien entre lui et moi. Et j'ai eu le privilège de passer une dizaine de jours chez lui pour finir ma traduction. Et puis j'avais beaucoup de questions à lui poser. Et c'est un souvenir assez extraordinaire. Et un matin, j'attendais qu'il se lève avec un livre de M. Pontalis. Je me souviens très bien, c'était L'amour des commencements. Et je feuilletais ce livre. Et Daniel arrive là-dessus et il me demande si je connais l'auteur de ce livre que j'étais en train de lire, de feuilleter. Et j'ai dit oui, mais uniquement à travers les articles et à travers quelques livres, et puis surtout à travers son dictionnaire de psychanalyse. Et à ce moment-là, il me dit, mais tiens, je vais l'inviter demain et on va dîner ensemble. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de M. Pontalis. Et au cours du repas, il m'a posé énormément de questions sur mon parcours, sur mon français. Et puis, pourquoi j'ai décidé un jour, quand j'étais jeune, au lycée, d'apprendre le français, etc. Et j'ai répondu très consciencieusement à toutes ces questions. Et à la fin de ce repas, il me dit, tu sais, avec tout ce que tu as dit ce soir, ben, il y a de quoi écrire un livre. Je t'invite à écrire un livre sur ton rapport à la langue française. Au départ, je croyais que c'était une plaisanterie, mais en fait, c'était pas une plaisanterie. Quand j'ai été introduit dans son bureau chez Gallimard, et quand il m'a montré la collection, quelques titres de cette collection l'un et l'autre, j'ai pris au sérieux et en rentrant, cette fois-ci, en rentrant à Tokyo, j'ai commencé à écrire ce livre, Une langue venue d'ailleurs, qui est une sorte d'autobiographie linguistique. Cette fois-ci, avec une conscience très très aiguë qui me disait que voilà, les pages que je suis en train d'écrire, elles seront publiées. Elles seront publiées, donc c'est là que j'ai mobilisé tout ce que j'avais appris jusque-là. Et finalement, j'ai écrit ce livre assez rapidement, en 4 mois, quelque chose comme ça, avec un plaisir immense, parce que c'était une sorte de laboratoire dans lequel je déployais toute ma liberté d'expression dans une langue qui n'était pas la mienne, et c'était une sorte de libération. Et j'ai senti que, à ce moment-là, j'ai senti que je sortais d'une sorte de prison imposée à moi par ma langue d'origine, pour entrer dans un espace où je naissais un autre monde. Akira Mizubayashi, je vous remercie. C'est sur ces mots que se clôt le premier échange. La suite est à retrouver dans un deuxième volet des grands entretiens du courrier.